Vous êtes sur Télé Sud, ravi de vous retrouver pour l'édition de la mi-journée. Voici les principaux titres. Après le passage meurtrier du cyclone Freddy, le Malawi pleure ses morts à Blantyre dans le sud où plus de 200 personnes ont été tuées dans les inondations et les glissements de terrain provoqués par le cyclone. Des funérailles publiques ont eu lieu hier. Le chef de l'État, Lazarus Chakwera, qui a participé à la cérémonie, s'est dit dévasté par l'ampleur du drame et appelle à l'aide internationale. En Tunisie, cri d'alarme des étudiants d'Afrique subsaharienne qui se disent menacés suite aux propos du président Kais Saied contre l'immigration clandestine. Depuis ce discours jugé raciste, l'Association des étudiants africains subsahariens dans les universités tunisiennes a répertorié plus de 400 interpellations et plus de 20 agressions physiques. Et nous parlerons en fin d'édition du très impopulaire projet de réforme des retraites qui suscite depuis janvier grève et manifestations. Il a été adopté ce jeudi matin par les sénateurs, mais le sort de ce projet, de cette réforme, est encore suspendu à l'issue du vote de l'Assemblée nationale prévu cet après-midi. Désolation et tristesse au Malawi après les centaines de morts enregistrées suite au passage du cyclone Freddy dans le pays. Des funérailles publiques ont été organisées à Blantyre dans le sud mercredi en présence du chef de l'État, Lazarus Chakwera, ému devant l'ampleur du drame et des nombreux dégâts que ce drame a provoqués. Le président a lancé un appel à l'aide internationale. Soukaina Skalissal. Des cantiques et des cercueils portés à bout de bras. Mercredi, les funérailles de 225 victimes du cyclone Freddy ont eu lieu à Blantyre, la capitale économique du Malawi et épicentre de la catastrophe. Un moment douloureux pour les familles endeuillées. C'est une période très difficile pour nous. C'est une période douloureuse et démoralisante, car il n'est pas facile de pleurer un grand nombre de morts. Nous avons perdu beaucoup de personnes et de nombreux biens ont été endommagés. À ce jour, plus de 88 300 Malawites sont sans foyer. Des écoles et des églises ont été transformées en centres d'hébergement d'urgence. Au total, 165 centres ont ouvert. Face à cette situation, le président Lazarus Chakwera s'est rendu sur place. Personnellement, je suis tellement dévasté. Parfois, quand on passe devant ces nombreux cercueils, on ne peut s'empêcher de verser des larmes à cause d'êtres chers. Une famille entière complètement anéantie et de tant d'autres qui ont été touchés. Le cyclone Freddy a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi. D'après les dernières prévisions, la tornade devrait se dissiper sur les terres, mais les pluies risquent de persister pendant encore plusieurs jours. Face aux destructions des logements, le président malawite appelle la communauté internationale à l'aide. J'en appelle à la communauté internationale pour qu'elle nous regarde avec bienveillance. Car nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour les personnes qui ont été secourues, qui ont tout perdu. Ils ont besoin de ce qui est nécessaire, d'abris, de vêtements, de nourriture. L'ONG Médecins sans frontières, présente sur place, craint une flambée de l'épidémie de choléra qui frappe déjà le pays. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko comparaît ce jeudi devant le tribunal de Dakar pour diffamation dans une affaire qui l'oppose à un ministre du gouvernement. C'est une journée qui s'annonce tendue après la gigantesque mobilisation mardi de l'opposition qui a appelé à des manifestations pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Hier, à la veille de ce procès, les autorités sénégalaises ont bloqué les mouvements de l'opposant Ousmane Sonko et interdit une manifestation censée mobiliser ses supporters.
Les Zimbabwéens sont appelés aux urnes en début août prochain pour élire leur président. En prélude à ce scrutin, le gouvernement a lancé une campagne d'inscription éclair des électeurs qui va durer 10 jours. Une campagne d'enrôlement qui suscite beaucoup d'engouement, comme vous le verrez dans ce sujet de Suilas Baihi. J'espère un meilleur Zimbabwe, car j'ai entendu dire que chaque vote compte. Comme toutes les personnes devant ce centre d'enrôlement, Molinda Chiguada est venue s'inscrire sur la liste électorale. La présidentielle dans cette ancienne colonie britannique doit se dérouler à l'été prochain, entre juillet et août. Et pour ce duel dans les urnes, chacun veut avoir son mot à dire. Je suis venu m'inscrire pour voter parce que je veux que le dirigeant reste au pouvoir pour qu'il puisse améliorer l'économie et créer des emplois. Nous ne voulons pas de pauvreté et en ce moment, les cas de vol sont nombreux parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le parti de l'actuel président du Zimbabwe, la ZANU-PF, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. La longue file d'attente devant les centres d'enrôlement témoigne de l'intérêt que suscite ce scrutin. Cette année encore, le duel devrait opposer Emmerson Mnangagwa au chef de file de l'opposition. Mais l'actuel président peut compter sur le soutien d'une partie des Zimbabwéens. Je suis venu m'inscrire pour voter parce que je veux que notre père Mnangagwa gagne et crée des emplois pour nous. La tâche ne sera pas facile pour la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le pays est en proie depuis des années à une inflation galopante et à une économie en grave difficulté. L'opposition pourrait se poser comme une alternative crédible. En visite en Éthiopie, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a insisté mercredi à Addis Abeba sur la nécessité d'un mécanisme judiciaire pour établir les responsabilités dans les atrocités du conflit au Tigré, condition sine qua non selon le secrétaire d'État pour une reprise de l'implication économique américaine en Éthiopie. On l'écoute. Une baisse très significative des violations des droits humains et des abus dans la région du Tigré. D'autres sources nous l'ont également confirmé. Cela ne signifie pas qu'elles ont été éliminées et, en effet, nous exhortons vivement toutes les parties au conflit à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elles cessent complètement. Ils sont 64 ressortissants burkinabés rapatriés de la Tunisie. Leur avion a atterri mercredi à Ouagadougou, accueillis à leur descente par des membres du gouvernement et des parents émus et visiblement soulagés. Ils ont fui les violences qui visent des Africains subsahariens depuis un discours controversé à charge contre les migrants clandestins du président tunisien Kais Saïed. Selon le ministre burkinabé délégué de la coopération régionale, d'autres groupes de ressortissants devraient rentrer éventuellement par le même dispositif. Si plusieurs ressortissants subsahariens ont fait le choix de quitter la Tunisie, d'autres sont restés, un choix qui n'est pas facile au quotidien. Depuis le discours du président Kais Saïed, l'association des étudiants africains subsahariens dans les universités de Tunisie a répertorié plus de 400 interpellations et plus de 20 agressions physiques. Une situation difficilement vivable pour ces étudiants qui attendent désormais des mesures fermes des autorités. Suilas Baihi. Sur les bancs de l'université, le choc laisse place à une grande inquiétude pour les étudiants subsahariens en Tunisie. Les répercussions des propos du président tunisien Kais Saïed ne cessent de se faire ressentir. Craignant pour leur sécurité, ils sont nombreux à attendre que les autorités se mobilisent afin de leur permettre de poursuivre leurs études tout en protégeant leur intégrité physique. Durant nos échanges avec le ministère de l'enseignement supérieur, on les a fait comprendre que non, s'il faudrait que ces étudiants, vous voulez les garder et s'il faudrait que montrer au peuple africain que la Tunisie est un pays sûr, il faut mettre en place des politiques plus concrètes et plus sûres. Sinon, on a peur que d'ici les années à venir, il n'y ait quasiment plus d'étudiants en Tunisie.
Le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien a tenu à rassurer ses étudiants en faisant part de sa pleine mobilisation sur la question et a pour ce faire mis en place une cellule d'écoute ainsi que des points de contact dans les établissements. Son directeur de la coopération internationale a également relativisé les différents incidents recensés, indiquant qu'il ne s'agissait que de cas isolés. Écoutez, il y a quand même cet épisode que je préfère contextualiser. L'épisode a fait en sorte qu'il y ait un mouvement de panique qui s'est très vite dissipé. Mais c'est vrai qu'on a eu pendant 2-3 jours quelques intentions de départ d'étudiants sur fond de panique un peu. Mais maintenant, évidemment, ça se calme. Si le gouvernement semble prendre des dispositions, nombre d'étudiants subsahariens ne se sentent plus pleinement en sécurité à ce jour en Tunisie. L'association qui les représente a recensé ces dernières semaines au moins 100 rapatriements d'urgence. Beaucoup d'établissements ont mis en place des cellules de crise, transport en bus et accompagnement par leurs camarades tunisiens dans leurs déplacements. Économie à présent au Congo, le géant italo-suisse du transport maritime, un groupe méditerranéen, Shipping Company, est entré dans une phase décisive de son investissement au Congo. Son président, Diego Afonte, a été reçu à Oyo par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Présent dans 115 pays du monde, le groupe MSC va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur à travers le transbordement au port autonome de Pointe-Noire. Louis-Marcel Satou pour les détails de cette audience. Le groupe méditerranéen Shipping Company a acquis en décembre dernier les actifs du groupe français Bolloré au port autonome de Pointe-Noire. Son président a été reçu à Oyo par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Premier transporteur maritime mondial, le groupe est entré dans la phase décisive de son investissement en République du Congo. On est vraiment convaincu, disons, de la stratégie du port de Pointe-Noire. Et donc, on a décidé de continuer de poursuivre nos investissements dans le port de Pointe-Noire. Aujourd'hui, on a notre deuxième navire de 14 000 TEU qui a accosté, disons, à Pointe-Noire. C'est le plus gros navire qui a jamais accosté à Pointe-Noire. Et donc, on aimerait continuer à grandir et à développer le port pour aider le pays à se développer et à ouvrir le pays au reste du monde. L'implantation du groupe MSC au Congo et l'investissement déjà engagé ont été salués par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, présent à cette audience. Il s'agit d'un grand pas pour ce grand port, le port de Pointe-Noire, mais aussi le meilleur qui soit pour servir le corridor 13. C'est un grand moment d'avoir signé avec un grand groupe qui n'est pas seulement un groupe qui vous apporte du boulot, mais qui transporte énormément de la marchandise, mais qui est donc en mesure de renflouer notre port et continuer à donner au port de Pointe-Noire la vocation de transit. Le géant italo-suisse du transport maritime, présent dans 115 pays du monde, va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur à travers le transbordement au port autonome de Pointe-Noire. En prélude à la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui se tient demain vendredi à Yaoundé, les ministres de l'EAC, Union économique d'Afrique centrale, se sont retrouvés pour plancher sur les éventuelles questions qui seront à l'ordre du jour vendredi. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyrène Guidjoy pour le compte rendu. Comme il est de coutume, avant chaque sommet des chefs d'État de la sous-région, les ministres de l'économie et des finances de l'Union économique d'Afrique centrale se sont réunis au siège de la BEAC. Ils portent des réflexions sur les éventuelles questions qui pourraient être au cœur des discussions des dirigeants, l'état d'avancement du programme PREF-CEMAC, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne dans la sous-région, la crypto-monnaie, le financement de la communauté par la taxe d'intégration ou encore la fusion CEAC-CEMAC, pourraient constituer les priorités de ce rendez-vous convoqué par Paul Biya, président sortant de la CEMAC. C'est une conférence ordinaire et en présentiel.
Cette conférence était très attendue, non seulement par les ministres, mais aussi par les chefs d'État pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour analyser les conséquences de la crise ukrainienne et surtout du fait que les chefs d'État ne s'étaient plus réunis en présentiel depuis un certain nombre de mois. Dans son allocution de circonstance, le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale a également décliné le programme de cette rencontre qui s'avère décisive pour l'avenir de la sous-région. Nous allons avoir la communication du président dédié au programme économique et financier, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Dans ce bloc, nous aurons la communication du président Paul Biya sur la rationalisation des CER, qui va être dirigée par monsieur le gouverneur qui est en face de moi. Il fera son traditionnel rapport au chef d'État. Il fera aussi un rapport sur l'évolution probable du franc CFA. C'est un rapport qui a été demandé par les chefs d'État. Et puis, il y aura une communication sur la crypto-monnaie. La non-implémentation de plusieurs projets intégrateurs est le principal obstacle au dysfonctionnement de cette institution. Ceci pourrait changer grâce à une véritable volonté politique. Les regards des populations sont à présent figés vers le palais de l'unité. L'ONU qui prolonge d'1 an la présence des casques bleus au Soudan du Sud, 2 journalistes togolais condamnés par contumace et 20 personnes au moins mortes dans des inondations en Turquie. C'est le reste de l'actualité préparé pour vous par la rédaction. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé mercredi la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour 1 an. 13 de ses 15 membres ont voté pour la résolution qui reconduit jusqu'au 15 mars 2024 le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La MINUS est l'une des missions onusiennes les plus coûteuses au monde, avec un budget annuel de 1,2 milliard de dollars. Elle va maintenir sa force à un niveau plafond de 17 000 militaires. 2 journalistes togolais critiques du pouvoir ont été condamnés par contumace à 3 ans de prison ferme au tribunal de Lomé pour outrage à l'autorité. Ferdinand Haïté et Kokou Kouono, respectivement directeurs de publication et rédacteurs en chef du bi-hebdomadaire L'Alternative, sont mis en examen depuis décembre 2021. Les 2 hommes sont accusés de propos mensongers sur les réseaux sociaux. Ces poursuites font suite aux plaintes de 2 ministres pour des propos tenus dans une émission diffusée sur YouTube. Ferdinand Haïté, porté disparu depuis le début du mois, selon ses proches, avait déclaré il y a une semaine aller relativement bien. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre les 2 journalistes. Au moins 20 personnes sont décédées ou portées disparues mercredi dans les inondations qui ont frappé les 2 provinces du sud-est de la Turquie, Adıyaman et Malatya. 160 secouristes et plongeurs ont été dépêchés dans la région submergée par des pluies torrentielles. Ces 2 provinces avaient déjà été affectées par le séisme dévastateur qui a touché le pays le 6 février et où près de 48 500 personnes ont perdu la vie. L'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé mercredi la disparition d'environ 2,5 tonnes d'uranium naturel d'un site en Libye. Au total, 10 conteneurs d'uranium concentré, encore appelés Yellow Cake, se sont volatilisés de l'endroit où ils étaient censés être, d'après les inspecteurs de l'instance onusienne. L'AIEA précise qu'elle va mener des vérifications complémentaires pour clarifier les circonstances de la disparition de cette matière nucléaire et sa localisation actuelle. Pour rappel, la Libye a abandonné en 2003 son programme de développement de l'arme nucléaire sous l'égide de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi. Je vous le disais en titre, ce jeudi est une journée décisive pour le très impopulaire projet de réforme des retraites qui suscite depuis janvier grève et manifestations. Cette loi, chère au président Emmanuel Macron, est soumise aujourd'hui à un ultime vote au Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée ce matin par les sénateurs, mais son sort est encore suspendu à l'issue du vote de l'Assemblée nationale prévu cet après-midi. Mathieu Nicolas. 193 voix pour, 114 voix contre. Sans surprise, le Sénat a adopté jeudi le texte négocié en commission mixte paritaire sur la réforme des retraites.
Après des semaines de débats houleux, la réforme des retraites devrait connaître jeudi sa conclusion. La dernière mouture du texte sera ensuite examinée à l'Assemblée à partir de 15h. Nous sommes déterminés à construire cette majorité et à faire entendre, faire voir et montrer que si les parlementaires qui souhaitent l'équilibre du système et son amélioration votent, il y a une majorité. C'est notre chantier, notre engagement des prochaines heures. Mais son adoption dépend notamment de l'attitude des députés les Républicains divisés sur la réforme. Une vingtaine de députés LR pourraient voter contre la réforme. Pour éviter un désaveu, l'exécutif penserait au 49.3, une option qui pourrait entraîner une motion de censure. Ce jeudi, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a promis que si la réforme est adoptée, la colère et la contestation ne cesseront pas au sens individuel et collectif. Ça veut dire que la dette sociale, c'est-à-dire ce sentiment pour les travailleurs et travailleuses que le quoi qu'il en coûte, c'est désormais eux qui l'ont payé, qui vont le payer à travers le fait de travailler 2 ans de plus, et ben ce ressentiment, il va continuer d'exister. Et le fait que cette réforme, elle est injuste, ce sentiment que cette réforme, un sentiment justifié, que cette réforme est injuste, il va perdurer. Pendant que le projet contesté entre dans sa dernière ligne droite, les syndicats maintiennent les blocages et les actions coup de poing jeudi. Port mort, raffinerie à l'arrêt et blocage routier, les opposants à la réforme des retraites restent mobilisés. Pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mercredi, les Français étaient moins présents dans la rue. Selon les syndicats, 1,7 million de personnes ont défilé dans les rues, contre 3,5 millions le mardi précédent. Voilà, nous sommes à la fin de ce journal sur Télésud. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon après-midi en compagnie des programmes de Télésud. Retrouvez ce soir Soukaina Skali qui fête son anniversaire aujourd'hui pour la grande édition du soir. Au revoir.